bonsoir. Donc, merci. Je vais vous présenter rapidement un aspect plutôt orienté modélisation du climat. Alors, je vais très rapidement vous présenter d'abord qu'est-ce que c'est qu'un modèle numérique dans les grandes lignes, hein, juste pour savoir de quoi on parle. Et puis, en fait, dans la confiance sur l'étude du climat et du changement climatique, on utilise deux approches un peu diamétralement opposées. Une, construire le climat, construire les modèles, de mieux en mieux, et deux, les analyser pour comprendre à la fois les modèles, mais aussi le climat. Donc, pour présenter ça, je vais vous montrer une petite vidéo qu'ont fait des collègues du CEA, du laboratoire de sciences et climat de l'environnement. Donc ça, c'est pour vous rappeler que la base du climat, c'est effectivement, donc ici c'est la Terre, je ne sais pas, on ne la voit pas bien, okay. La Terre, épaisse pour avoir des plus belles images, on dilate. Et puis de même, donc en plus de l'atmosphère, ici sur les surfaces, elles sont pareilles, maillées, décomposées, recoupées en petites boîtes. Alors maintenant, on va regarder plus spécifiquement ce qui se passe dans l'atmosphère. Donc ici, vous voyez des mailles, les dimensions caractéristiques d'un modèle. Dans un modèle, les dimensions horizontales d'une maille, c'est de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de kilomètres. Et le vertical, c'est de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de mètres. C'est un ordre de grandeur. Et donc, il y a quelques millions de mailles dans un modèle. Et puis, donc, on représente la circulation, mais aussi, on doit représenter aussi tous les nuages. J'y reviendrai dessus, donc je ne vais pas commenter davantage à ce niveau-là. Donc là, on fait un petit zoom sur la surface continentale, qui est également modélisée. Donc on modélise, par exemple, ici, on a une maille mixte avec un peu d'océan, un peu d'atmosphère. Donc on modélise d'une part, bien sûr, l'évaporation de la vapeur d'eau au-dessus de l'océan, le transport, la précipitation éventuelle, le ruissellement dans les rivières. Tout ça est pris en compte dans les modèles. On peut éventuellement aussi mettre dans certains endroits ce qu'on appelle des sources anthropiques, donc des perturbations liées dans ce cas-là aux activités humaines. Alors ici, on plonge dans l'océan, pareil, donc le maillage donc en profondeur, avec ici une représentation de la circulation de l'eau, voilà, avec des petits effets pour montrer que, voilà, ici, résultat de simulation, on voit un gradient de température. Et alors, donc ça c'est la partie physique, où on calcule le flux, la température, la salinité, et donc les transports d'énergie, de matière et autres. Et depuis peu maintenant, depuis une dizaine d'années, on s'occupe aussi d'intégrer dans ces modèles non plus que la partie physique, mais aussi la partie plus liée au vivant. Donc ici, ces petits ronds-là, ça représente du plancton. Du plancton qui capte notamment le CO2, pardon, et puis quand il meurt, il sédimente, il tombe, et il est soit reminéralisé, c'est-à-dire soit au contraire il tombe au fond de l'océan, et ce qui tombe au fond de l'océan est notamment utilisé par les paléoclimatologues pour étudier le climat du passé. Donc tout ça, on le met sous forme d'équations, sous forme de programmes informatiques qui sont ensuite envoyés sur des centaines de processeurs, sur des supercalculateurs. On a deux supercalculateurs, celui du CNRS et celui du CEA. Je vais juste montrer ici pas un sous-ensemble de résultats, mais pour vous montrer avant tout que le modèle climat, c'est un modèle physique dans lequel il y a la circulation. Alors ça, par exemple, c'est des sources et puits de CO2 au niveau de l'océan, c'est-à-dire que dans les régions rouges, l'océan émet du CO2, de façon tout à fait naturelle, et dans les régions bleues, au contraire, il est blanche, il en absorbe. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une simulation dans laquelle cette pression de CO2 et donc ces flux de CO2 sont calculés. Voilà. Ici, c'est un exemple un autre exemple plutôt atmosphérique, donc où on a en blanc, c'est les précipitations. Donc vous voyez, moi je vais animer tout à l'heure, mais donc vous voyez ici on a des dépressions, ici on a la zone de convergence intertropicale et autres. Donc c'est un peu des modèles, c'est exactement comme des modèles météorologiques, et donc on calcule vraiment des grandeurs physiques. C'est ça qui est le message important. Bon, je crois que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc ces modèles climatiques sont des modèles donc à la fois, donc ça c'est celui qu'on développe nous ici à l'IPSL, donc qui est en partie à l'UPMC, en partie aussi sur d'autres sites, Orsay et Saint-Quentin en Yvelines. Donc on a une partie donc, atmosphérique à la fois avec une partie physique, mais aussi une partie chimie
aérosol et bien sûr avec prise en compte des surfaces, on a un océan avec et de la glace de mer, pareil, avec à la fois des parties physiques et elle a parfois une partie biogéochimique avec le cycle du carbone et puis d'autres constituants. Alors, ces modèles, donc, ils ont essentiellement deux parties. Une, c'est vraiment sur la circulation. Je vous ai montré tout à l'heure des choses qui tournaient, etc. Donc c'est vraiment la circulation océanique et atmosphérique. Et ça, c'est basé sur le même type d'équations que celles qui sont utilisées pour calculer les écoulements autour des ailes d'avion, des choses comme ça, ce qu'on appelle la mécanique des fluides. Alors là, bien sûr, les conditions sont un peu différentes, mais physiquement, la base, c'est les mêmes équations. Et donc, il doit être résolu par ce qu'on appelle des modèles, des schémas numériques. Alors ça, c'est un exemple pour vous donner le genre de problématique qu'on a abordé et dans lequel on travaille. Donc ça, c'est un fluide qui tourne. Je suppose qu'on connaît la vitesse à laquelle il tourne. Et puis, on met quelque chose ici, un produit avec une concentration qui est représentée par le grisé. Et puis je calcule, au bout d'un certain temps, alors c'est très simple, et donc on est capable, c'est un cas totalement idéalisé, on est capable de calculer la solution analytique exacte. Et puis justement, donc ça c'est mathématiquement, en résolvant les équations, et puis on est capable aussi, dans les modèles numériques, on calcule ça de façon approximée par des schémas numériques, et vous voyez que ici on reproduit assez bien les grandes structures, et beaucoup moins ici, parce que le schéma est plus diffusif. Voilà. Donc ça, il y a tout un travail, c'est un exemple idéalisé de travail qui sont faits sur ce qu'on appelle nous la dynamique, donc vraiment la circulation grande échelle, à la fois dans l'atmosphère et dans l'océan. Et ça, c'est une illustration du type de maillage. Donc comme dans le film, ici, ça c'est le maillage en latitude et longitude. En fait, vous voyez, un des inconvénients de ce maillage-là, c'est qu'au pôle, il y a un point singulier, tous les points se croisent, et donc les surfaces, finalement, de chacune des mailles sont très différentes. Donc on travaille sur des maillages plus réguliers. Alors, il y a ici, par exemple, un cube projeté sur une sphère, mais au labo, par exemple, à l'IPSL, il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent sur un nouveau cœur dynamique basé surtout sur ce type de maillage, donc c'est voilà, qui est plus régulier. Mais une grosse partie, donc ça c'est pour la partie transport, donc circulation. Alors, mais une grosse partie de notre travail consiste à en fait modéliser ce qui n'est pas directement calculé. Je vais essayer de m'expliquer un peu. Ici vous avez des mailles, de l'ordre de grandeur, à nouveau je vous ai dit 10 à 100 km sur l'horizontale, 10 à 100 mètres sur la verticale, des longueurs typiques. Et les structures naturelles que vous voyez quand il fait jour, les nuages et autres, ou la turbulence, sont des structures qui sont plus petites que cette échelle-là. Donc, ils ne peuvent pas être résolus directement par notre système, notre équation de la mécanique des fluides. Pour ça, il faudrait quelques mètres et on en est loin. Donc, dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent pas être résolus explicitement, il faut, en fait, à l'intérieur de notre modèle climatique, de notre noyau dynamique qui calcule la mécanique des fluides, inclure des modèles qui représentent ce qui n'est pas directement calculé. Donc c'est un modèle dans le modèle. On appelle ça des paramétrisations dans le jargon ou des modélisations des phénomènes sous maille. Et les phénomènes les plus importants, par exemple dans l'atmosphère, c'est tout ce qui est turbulence, donc turbulence de petite et de moyenne échelle, et puis formation des nuages, formation des gouttes d'eau ou autres, qui sont des échelles très petites, les phénomènes de base sont extrêmement petits, ils s'organisent à des échelles de quelques dizaines, quelques centaines de mètres. Et puis, voilà. Donc tout ça, ça doit être pris en compte par des modèles qui sont dans le modèle. Et ça, c'est une partie, j'allais dire, la plus importante finalement de notre travail. C'est vraiment de développer ça parce que pour beaucoup de ces choses-là, on est obligé de faire vraiment une très grande approximation. Et c'est là aussi où les modèles diffèrent les plus les uns des autres parce que c'est là où la base théorique en fait est la plus est souvent assez faible. Alors ça c'est un exemple que je prends. Donc voilà, ça c'est des petits nuages donc vus je sais pas où d'avions de satellite. Donc vous voyez ce qu'on appelle des rues de nuages ici avec des petits tourbillons. Voilà. C'est typiquement quelque chose où il y a de l'air qui monte et puis qui redescend à côté, et puis à un certain niveau, cet air est humide et puis se condense et forme un petit nuage. Alors on peut représenter ça de façon idéalisée sous la forme de rouleau. Donc à ce moment-là, on a un peu de guide théorique pour nous dire comment les choses marchent, et puis on est capable comme ça de construire un modèle
approximé dans lequel on a effectivement une partie turbulente ici, une partie quasi assez bien mélangée, une partie stabilité et autres. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer le genre de démarche qui est faite. Ce qu'on fait aussi dans un modèle, à nouveau, c'est que c'est un modèle de modèle, d'accord. Donc ça c'est notre modèle général avec des petites boîtes. Dans ces petites boîtes, en fait, on fait avec des modèles, alors là par contre à très haute résolution, des études plus physiques à des échelles plus fines. On fait aussi des campagnes d'observation pour savoir ce qui se passe. Et puis on fait des allers-retours entre ces modèles de référence sur une petite partie de domaine et puis ces modèles globaux qui traitent l'ensemble. Et puis même avec ces modèles globaux, bon, on peut, dans certaines situations, voilà, raffiner le maillage et puis donc se comparer à des modèles un peu plus grande échelle. Alors, donc il y a tout un travail d'aller et venu entre des modèles de référence, des expérimentations et puis des modèles grande échelle dans lesquels il y a un certain nombre d'approximations qui sont faites. Alors ça c'est une partie, disons, de développement de modèles, d'accord, en se basant sur des phénomènes qu'on essaye de comprendre le mieux possible et puis qu'on essaye de décrire le mieux possible à travers la phase de développement de modèle et d'évaluation du modèle, après qu'on compare aussi aux observations. Et puis, il y a une autre approche qui est de dire, en fait, nous, bien sûr, on mélange, on met les ingrédients dans les modèles, c'est nous qui les écrivons, mais en fait, on écrit des équations locales qui ensuite interagissent entre elles. Et finalement, il y a une autre question, c'est comment se comporte finalement le système dans son ensemble. Et ça, il y a toute une autre approche. Alors, en général, on a les deux parties, donc on dit, finalement, on regarde le phénomène de l'extérieur et on essaie de comprendre comment il marche. Et alors bon, là je vais prendre deux exemples que je présente sous la forme de paradoxes, peu importe, ou disons, qui illustrent un peu ça. Alors, il y a par exemple un paradoxe archi-classique qui est, voilà, donc dans les modèles de climat, en fait, il simule une augmentation de l'effet de serre quand on augmente le CO2. D'accord, ça c'est. Et alors que ces mêmes modèles simule que finalement l'absorption totale de l'atmosphère n'augmente pas quand on augmente le CO2. D'accord ? Ça, c'est ici l'absorption totale de l'atmosphère. Quand on augmente le CO2, bon, peu importe les échelles, disons, vous voyez que ça varie quasiment pas. D'accord ? Alors que l'effet de serre augmente. Okay. Donc on peut se dire c'est bizarre. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est bizarre, d'ailleurs, donc c'est pas vrai, etc. » Quand on est physicien, on essaie de comprendre pourquoi c'est bizarre. Finalement, il y a peut-être une raison derrière. Effectivement, l'analogie de l'effet de serre, le principe de base, c'est de dire voilà, ici, donc j'ai du soleil qui arrive sur une plaque, la plaque se refroidit en émettant du rayonnement infrarouge. Si je mets une vitre devant, eh ben, ce rayonnement sera absorbé par la vitre qui réémettra vers la surface et donc ça va le réchauffer. Ça, c'est l'histoire classique. Et donc, voilà, si mon rayonnement, si ma vitre absorbe tout le rayonnement, j'ai une espèce d'effet de serre maximum. Donc on se dit, ben voilà, j'ai l'effet de serre maximum et donc je ne peux pas avoir plus d'effet de serre. Okay. Et donc, si on augmente l'opacité, ça ne change rien. Et ben en fait, oui, mais on peut dire différemment. On peut dire aussi, si je mets au-dessus de ma première vitre qui déjà absorbe tout le rayonnement infrarouge, je peux en mettre une deuxième vitre qui absorbe aussi tout le rayonnement infrarouge. Donc, et finalement, je vais augmenter mon effet de serre. Okay, c'est assez évident. Donc on parle d'une situation où finalement, les deux vitres ici, elles absorbent tout le rayonnement, de même que ma vitre ici. Mais le fait de les mettre distantes, le fait de créer une différence de température, fait que on peut montrer comme ça, on peut expliquer. Alors, probablement, vous ne comprenez pas. Moi, c'est difficile en quelques mots, mais voilà. Ce phénomène, ce paradoxe, en fait, si on regarde bien les résultats, eh ben on le comprend très bien et il n'y a aucune contradiction scientifique, disons, entre ces résultats. C'est juste, il faut qu'il y ait une analyse, une interprétation. Un autre exemple très différent d'analyse des résultats, c'est que bon, quand on augmente ou on baisse la température, quand on varie la température de l'atmosphère, en moyenne, les modèles simulent que alors, je vais parler d'une augmentation de température, donc ici c'est sur l'horizontale, d'accord. Quand on augmente la température, c'est l'augmentation de température en degrés, et ben on augmente l'humidité relative, d'accord. C'est assez logique, plus vous avez une température élevée, plus il peut y avoir de vapeur d'eau dans l'atmosphère, d'accord. Et donc vous avez une pente ici qui est contrainte théoriquement, c'est la loi de Clausius-Clapeyron. Voilà. Donc ça c'est la loi théorique et ça c'est ce que simule le modèle. Vous voyez, ça suit à peu près.
Et puis, bon, les pluies, ça vient de la vapeur d'eau, donc on peut se dire, ah oui, au premier schéma, ah oui, donc si la vapeur d'eau augmente de tant de pourcents par Kelvin, eh ben, les pluies doivent augmenter pareil. Un schéma, le raisonnement logique. Eh ben non, en fait, ici, c'est les mêmes. Ça, c'est les mêmes modèles qui simulent. Ces modèles simulent cet accroissement d'humidité et ils simulent cet accroissement de précipitation, l'ordre de 1 à 2% typiquement par Kelvin au lieu de 7% pour la vapeur d'eau. Voilà pourquoi. Donc en fait. Alors à nouveau, c'est parce que ce n'est pas totalement intuitif, c'est-à-dire que c'est vrai localement, mais si vous considérez le système dans son ensemble, en fait, ce qui contraint la pluie, alors là, je vous demande à nouveau de me croire, disons, parce que ça peut être expliqué, mais c'est juste un peu long, c'est pas difficile, mais c'est juste long. C'est pas finalement le contenu intégré, c'est pas la vapeur d'eau, en fait, c'est une contrainte énergétique, d'accord ? C'est-à-dire que quand on condense l'eau, on libère de l'énergie, et cette énergie, il faut qu'elle soit évacuée, et en fait, il y a des limites à la quantité d'énergie qui peut être évacuée par rayonnement. Donc en fait, c'est ce bilan d'énergie qui contrôle la pluie, ce n'est pas directement la vapeur d'eau. Voilà. Donc ça, à nouveau, on est capable de le comprendre, mais ça peut créer des fois des paradoxes. En tous les cas, une bonne partie de notre travail, en fait, résulte justement d'analyser ces simulations et de comprendre, effectivement, de travailler sur la compréhension au sens classique physique du terme des résultats. Voilà. Alors, une dernière chose, donc on fait donc des études sur un modèle, mais en fait souvent on fait sur plusieurs modèles, d'accord, parce qu'ils ne sont pas basés, ce que j'ai appelé les paramétrisations tout à l'heure, elles sont différentes d'un modèle à l'autre, donc ça produit des résultats différents. Et donc un bon travail d'analyse en général consiste d'une part à quantifier cette dispersion, à savoir pourquoi les modèles diffèrent. On s'attend à ce que s'ils diffèrent, c'est parce que au moins tous ne sont pas justes. Donc on essaie de comprendre pourquoi ils diffèrent et donc est-ce qu'on est capable d'identifier des raisons de cette différence et du coup essayer du coup de tester si l'hypothèse d'un modèle est plus réaliste que les autres. Voilà. Et ça, c'est un travail important pour utiliser la diversité des résultats pour en fait comprendre les mécanismes qui ont une influence importante sur, par exemple, les projections climatiques. A priori, on ne sait pas forcément quels sont les mécanismes qui sont importants, mais la diversité des modèles permet d'étudier leurs différences et l'origine de leurs différences, et donc c'est une façon, en tous les cas, de comprendre comment ils marchent. Et un dernier point sur lequel je vais terminer, c'est que, j'ai beaucoup parlé de modèles, parce que je travaille dessus, mais que dans les études de climat, en fait, les résultats de modèles, c'est une chose, d'accord ? Et que quand on dit qu'on a confiance en un résultat, ce n'est pas juste qu'on génère des résultats et puis qu'on a analysé, etc. C'est quand on parle de résultats robustes, c'est bien sûr on a confiance autant que faire possible se peut sur les modèles qui ont généré ces résultats, mais aussi on a compris ces résultats, on est capable de les analyser théoriquement, j'ai très rapidement évoqué tout à l'heure deux exemples très simples, et autant que faire possible se peut, et on ne peut pas toujours tout évaluer, comment ces phénomènes, les phénomènes qui nous semblent essentiels, sont cohérents avec les observations, sachant qu'on n'a pas d'autres terres pour le faire des expériences.